Les grandes gueules, c'est parti jusqu'aux portes de midi sur Radio Espace avec Madame Hiro Moussa Yoruba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Je n'ai pas avec le micro. Je vois ça. Bonjour mon cher Babila. Bonjour Lamine, bonjour aux autres, bonjour à tous ceux qui nous pratiquent. Mais à la télé, je veux le dire comme ça parce qu'on ne nous écoute pas pratiquement à la radio. Bien. J'étais du côté de Madina hier, je voulais écouter le journal, c'est le vent qui découlait. J'ai dit, mais on est dans quel pays? Bien. Si c'est la rétrogradation. On aurait bien s'inscrit, mon cher Dioba. Voilà. Mon cher Dioba, mon cher Babila. Allez. Bonjour à vous, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Et voilà, je voulais juste poser la question à nos dirigeants du football de toutes catégories confondues. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous savez quand même que notre équipe senior, Sili senior féminin, et après ces mésaventures, se retrouve à Conakry. Et les équipements leur sont retirés, tous les éléments, jusqu'au dessous. Ouais. C'est-à-dire le maillot. Ouais. Vous savez, il y a les collants qu'on met en bas de maillot. Ouais. On leur a tout retiré et on leur donne 100 000 pour rentrer chez eux. Waouh. Alors là, et ça... c'est une mésaventure. Ouais. On se pose la question, je cherchais même à joindre leur coach, Sekou Tidiane Kaba, mais que je n'ai pas pu avoir. Et c'est bien de savoir aujourd'hui, si on n'est vraiment pas engagé à prendre part ou à soutenir nos équipes, à entretenir nos équipes, le mieux serait de nous retirer carrément, de rentrer dans un congé sabbatique. On dit, bon, on va tout refaire. Dans 10 ans, nous allons repartir pour le football ou pour le volleyball, pour telle ou telle autre activité. Mais aujourd'hui, les jeunes dames et les jeunes filles sont abandonnées dans la rue. Elles sont aujourd'hui à Kaloum. Elles cherchent à rencontrer le président parce que dans notre pays, même un conflit entre mari et épouse, on transporte à la présidence parce que c'est là-bas on pense trouver la solution. Ouais. Alors que la solution peut être trouvée ailleurs. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Kamara. On reviendra évidemment sur ce sujet. Merci beaucoup. Allez, mon cher Obi, bonjour et bienvenue. Merci. Voilà. Bonjour, Mohamed Ali. Bonjour à tous qui nous écoutent en ce moment. Peut-être on n'en parle pas souvent, mais il se passe des choses au niveau du procès. Et après, le directeur général de la police nationale au temps de Dadis, donc en 2008-2009. Bafoué qui était là, Général Baldé aussi. Bafoué était passé, mais c'est surtout Général Baldé qui a commencé son interrogatoire hier. On l'a écouté. Ce qu'on peut respecter, c'est que c'est un gendarme quand même complet. Évidemment, mon cher. Non, mais c'est un high level, le gars. C'est autre chose. C'était un masterclass au niveau de la gendarmerie. Maintenant, aujourd'hui, on va entrer dans une autre phase. Mais ce que j'ai compris, d'abord, il y a eu une confirmation effectivement qu'il y a eu une réunion, bien sûr, le 27 pour gérer le 28 septembre, en réalité, parce qu'on ne comprenait pas tous ceux qui sont passés lorsqu'on leur demande. On dit, je n'étais pas au courant d'une réunion à la veille qui s'est tenue et qui devrait aboutir à comment gérer la manifestation du vendredi. Donc finalement, on sait qu'il y a eu une réunion où le général lui-même il a pris part. Il a cité un certain nombre de personnes, notamment des chefs militaires qui étaient à cette réunion-là. Mais il a aussi affirmé effectivement l'ordre qui avait été donné que tous les militaires devraient rester casernés. Seulement la gendarmerie et puis la police devraient gérer les manifestations. On a aussi appris de par le général Baldé qu'effectivement les forces de sécurité, notamment les gendarmes, étaient dépassés par la foule qui venait. Le déferlement, c'était du jamais vu, ou il l'a vu rarement d'après son témoignage, d'après le témoignage du général hier à la barre. Donc du coup, c'était un témoin suffisamment intéressant, mais on ne l'a pas permis quand même d'aborder les événements du 3 décembre parce que à 2 reprises, il a dit si je dois parler de comment cette situation s'est déroulée, je suis obligé de parler dans l'entièreté, comment ça s'est passé, comment Dadis s'est retrouvé au Makambo, etc. Mais en ce qui ils se sont limités uniquement au stade du 28 septembre. Les grandes gueules. De mon point de vue, j'ai pas compris maintenant parce que Toumba a quand même eu le temps de tout expliquer. Mais quand le général, lui, il voulait parler du 3 décembre, on lui a dit tu ne parles pas de ça, on va rester uniquement sur le 28 septembre. Exact, j'ai vu cet extrait-là. Voilà, sur TikTok. j'ai pas compris pourquoi
pourquoi on n'a pas voulu qu'il parle. Parce que pour moi, il y a une corrélation. N'oubliez pas que le général, il a dit avoir été le premier à instituer le jour même une commission d'enquête pour déterminer justement les responsabilités. Sauf qu'au lendemain, il a été obligé d'atténuer les activités de cette commission qui finalement n'a abouti à rien. Et ce que j'ai compris peut-être pour finir, c'est que tous ceux qui se sont succédés en tant que témoins, c'est responsable de la police, de la gendarmerie et tout, personne n'a donné l'ordre de tirer sur quoi que cela soit, et même pas les militaires. Donc jusque-là, nous sommes en train de rechercher ceux qui ont donné l'ordre de tirer, et on n'arrive toujours pas à les retrouver. Là, le procès continue aujourd'hui, général à la barre avec les avocats. On espère en apprendre encore davantage sur les événements du 28 septembre. Voilà. Mohamed Ali, évidemment. Général Baldé, comme Mohamed Ali le disait, à Elvel, il faut le rappeler. Tout le monde connaît. C'est le lion. Le lion. Au-delà de ça, tout le monde connaît. C'est un général. Il a dirigé la gendarmerie pendant très longtemps d'une main de maître. Et il a fait de grandes études. Il a travaillé dans les institutions onusiennes. Il tombe pas de la dernière pluie, quoi, comme pour le dire. Et son témoignage, bien entendu, que je ne m'attendais pas à autre chose qu'un masterclass, puisque le général, il maîtrise bien son domaine, il maîtrise son métier, et il est très intellectuel à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut souligner, c'est la réaction des gens sur les réseaux sociaux. Et après, je répondrai comment ? Je te clarifierai tout simplement pourquoi on n'a pas voulu qu'il parle des événements du 3 décembre, puisque tu parlais de corrélation. Corrélation, c'est vrai, puisque ce sont ces événements du 28 septembre qui ont conduit aux mésententes entre Toumba et Dadis, et qui finalement s'est terminé par une balle qui a traversé un côté de sa tête. Ça n'a pas arrangé les choses pour lui, puisque déjà avant, le Dadis Show était déjà extrêmement chaud, et on l'a vu à la barre. Après, aucune cohérence dans ces déclarations. Mais ce que je veux dire, aucune cohérence, Roby. Oui, absolument. Dadis, c'est du coq à l'âne depuis qu'il est président. Bon, c'est pas le sujet. Revenons au sujet. Ramenez-moi dans la salle. Bien, c'est ce qu'on fait là justement. Voilà. Pour moi, ça ne m'étonne pas que le général puisse faire une déclaration qui finalement étaye beaucoup de questions. Et au-delà de ça... Mais, bon, tu comprendras, Mohamed Ali, quand tu dis qu'il y a une forme de censure quelque part, parce que... Ce n'est pas une censure. Je sais pas. Nous sommes dans le procès des événements du 28 septembre. Oui, et non non, attends, j'en viens. Et non des événements du 3 décembre. Oui, il faut bien comprendre. Non, après, c'est lié ou pas? C'est pour ça que... Roby, moi je peux bien comprendre, si tu permets. Je peux bien comprendre si on a permis à Toumba justement de relater. Et l'autre également, il y a l'autre marque, c'est Abba, il y a Abba également qui est revenu. Et puisque le nom du général a été cité, le nageur, ce jour-là, par Toumba, je crois qu'il était aussi de son droit de se défendre, de dire ce qu'il a vu. Voilà. Allez, il finit. Non, j'ajoute juste après, il vient, sans oublier que c'est Toumba justement qui a cité le général comme étant l'élément déclencheur. Parce que c'est le général qui aurait appelé Dadis pour lui dire que Toumba est venu libérer ses hommes au haut commandement et qu'il sème la terreur dans Kaloum. Ce qui a précipité Dadis à prendre le véhicule sans son cortège et à venir trouver Toumba au camp Makambo. Le problème avec vous, c'est que vous êtes comme des camions pleins de sable et qui n'ont pas de frein, et vous êtes pressés, vous descendez dans le ravin. Et on t'entoure en plus. Et vous m'entendez pas jusqu'à ce que j'ai... Ce que je veux dire, c'est que ces deux événements ont certes une corrélation. Mais nous sommes bien dans un procès qui s'appelle le procès des événements du 28 septembre. Et il se doit de s'expliquer sur ces événements-là. C'est ça qui est clair. C'est là où d'ailleurs, au début du procès, on a dénoncé cette erreur qu'on a commise, que la Cour a commise, de laisser Toumba et l'autre aller plus loin dans le descriptif. Toumba est allé plus loin, il est même allé au-delà du 3 décembre. Il est même venu jusqu'au comment on a pris le pouvoir, etc. Tout ça, c'est une corrélation. Parce que c'est la prise du pouvoir qui a conduit aux événements du 28 septembre et qui a finalement conduit aux événements du 3 décembre. Mais ce procès-là, ce n'est pas un procès de prise de pouvoir et ce n'est pas un procès de tentative de meurtre contre Dadis, puisque l'intéressé lui-même n'a pas porté plainte. Donc c'est pour cela
qu'on a voulu cadrer pour ne pas peut-être perdre trop en temps. On a voulu cadrer, la Cour a voulu cadrer le procès. Restons juste dans les événements qui nous concernent. Le procès, ce sont les événements du 28 septembre. J'espère qu'après, que les avocats auront la largesse de pouvoir poser certaines questions. Mais franchement, ces questions-là ne seront pas liées. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé le 28 septembre au stade, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Ouais. Et le témoignage. Pourquoi les autres sont allés plus loin et pourquoi les autres sont allés plus loin, voilà. ça c'est leur dada. Et donc, oui, ça c'est leur dada. Mais c'est trop facile, mon cher. Attendez, c'est trop facile. C'est aujourd'hui, c'est la liberté de la presse, hein, je vous rappelle, c'est la liberté de la parole, pardon. Je voulais dire la liberté de la presse. C'est la liberté de la parole. Et moi, ce qui me gêne par contre, c'est la réaction ou les réactions que je remarque sur les réseaux sociaux. Attention, le général Bafoué, le général Baldé, l'ancien ministre Thibault et plein d'autres sont cités en tant que témoins. C'est pas des gens inculpés. Bien sûr. Les grandes gueules. Vous serez retrouvé dans le box, hein? Oui, mais ça c'est après. Voilà. Pour le moment, je reste sur le factuel. Je reste sur le factuel. Ils sont cités en tant que témoins. Donc, c'est pour dire un peu aux gens, ne clouez pas déjà au pilori des gens qui sont cités en tant que témoins sur des événements aussi graves, qui viennent apporter leur éclage sur le... Mais ça, c'est le tribunal des réseaux sociaux, mon cher ami. Voilà. Oui, je pense d'accord. que Mais il faut tu n'as pas faire fi. Oui, mais quand même, il faut quand même le dire. Il est important de le dire, il est important de le souligner pour que les gens comprennent. Parce qu'à un moment donné, si vous ne le comprenez pas, vous essayez de détourner un peu le sens des témoignages et vous essayez à un moment donné de créer un blocage au niveau de ceux qui ont envie de témoigner. Si par exemple, moi j'ai été témoin de quelque chose, je n'ai pas été témoin, parce que tu me regardes comme ça, j'ai été témoin de rien. Si par exemple, moi j'ai été témoin de quelque chose qui s'est passé ce jour-là et que je vois que la clameur publique décide que lorsque je vais témoigner, je suis considéré automatiquement comme un accusé, je n'irai pas. Donc au même titre que Bahouri, au même titre que François Lonsenifal, les autres qui viennent sont cités en tant que témoins jusqu'à ce que, en cours de route, les événements puissent changer. Mais pour l'instant, ce sont des témoins. Et j'ai beaucoup apprécié le témoignage du général Baldé. Ça nous a édifié sur un certain nombre de choses. J'espère que les autres iront plus intelligemment que lui et ils feront mieux que lui et diront ce qui s'est passé. D'autres qui se perdent aussi, mon cher ami. On a eu Bafoué quand même, qui rentrait droit au mur. Lui, s'il était là, peut-être il allait prendre 40 murs. La communication, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas évident. J'imagine. C'est pas évident. Allez-y, Daouda Mohamed. C'est qu'il y a à préciser. Je crois le président lui-même, Tounkara, il a rappelé que vous pouvez aujourd'hui être témoin, simple témoin, mais rien n'exclut que dans l'évolution des choses que vous retrouviez dans le box des accusés. Le témoignage, c'est une obligation. Si vous êtes reconnu témoin d'un fait, c'est une obligation de venir témoigner. Exact. Si vous ne venez pas, on vous fait venir. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc un mandat d'amener. Vous allez répondre, coûte que coûte. Où que vous soyez, vous allez répondre. Parce que si vous avez été témoin et vous êtes reconnu témoin. Vous pouvez aussi aller en titre de témoin libre. Bien. Si jamais vous en savez. Comme Bahouri l'a fait. Comme Bahouri l'a fait. Moi, j'ai même envie de savoir, sans te couper la parole, que ces témoins-là, ce ne sont pas, pour moi, un témoin comme Général Baldé, comme Bafoué, c'est pas un témoin comme. C'est pas un témoin innocent. C'est pas un témoin comme Bahouri, comme Sénifal. Général Baldé, c'est lui qui gérait toute la gendarmerie nationale à l'époque en 2009. Donc il avait énormément de personnes sous ses ordres. Donc c'est un donneur d'ordre ce jour-là. Bafoué, la même chose. Le directeur général de la police nationale. Est-ce qu'il contrôlait toute la gendarmerie? C'est l'autre question qui va se poser. Il l'a dit, il contrôlait toute la gendarmerie, sauf ceux qui ont été détachés et mis à la disposition de Kegboro. Et là, ce n'était pas une impuissance. C'est le ministre de la Défense qui avait demandé à détacher ces gendarmes-là. Donc ces gendarmes n'étaient pas sous sa responsabilité, il ne donnait pas d'ordre. Sauf que lui, il a vu les événements avant et il les a vus après. C'est ce qu'il a dit hier quand il expliquait. Quand il revenait, puisque à 5h du matin déjà, les gens ils étaient installés. Selon ce qu'il a dit, il est sorti pour faire le tour. Quand il revenait, il est venu jusqu'à Amdalaï. Au rond-point d'Amdalaï, c'est la foule qui lui a fait changer de décision et il a demandé aux gendarmes qui étaient là de remballer. Et lorsqu'il est venu au stade du 28 septembre après, il a trouvé que 5 agents, il a demandé où se trouve le dispositif. C'est là on lui a
informé qu'on leur a demandé de se retirer et d'aller vers au Carrefour. Donc, les gendarmes n'étaient même plus là. Et il a précisé que les gendarmes n'ont jamais, parce que même dans le processus de sécurisation, les gendarmes n'entrent pas à l'intérieur. C'est la police. C'est quelque part un peu responsabiliser la police qui contrôlait l'intérieur et pas les gendarmes en réalité. Général Baldé, c'est pas n'importe quel témoin. C'est un témoin qui décide. Tu ne vas pas tout dire et dire ce que les autres doivent dire. Il y a eu beaucoup de temps pour parler. Permets aux autres aussi de parler. Alors, je disais aujourd'hui que le général Baldé et son témoignage peut encore beaucoup aider. Son témoignage peut beaucoup aider parce que c'est pas un simple témoin, c'est pas un témoin innocent. Ouais. Il est ordinaire. C'est pas un témoin ordinaire. Oui, c'est pas un témoin ordinaire. C'est ça. Non, quand j'utilise le terme innocent, je sais bien pourquoi je l'utilise. Okay. C'était le haut commandant. La raison pour laquelle je dis aussi que c'est pas un témoin ordinaire. Le chef d'état-major à l'époque, comme on l'appelait. Donc c'est pas quelqu'un qui ne sait rien de tout ce qui s'est passé. Certes, il n'a pas demandé à ses hommes d'ouvrir le feu, mais il a quand même mis ses hommes sur le terrain pour la sécurisation. C'est ce que je dis. C'est pour la sécurisation de cette manifestation. Et puisqu'aujourd'hui, au-delà des accusations qui sont portées sur les bérets rouges, qui ont tiré au stade, il y a d'autres victimes également qui accusent les gendarmes d'exactions sur des viols ou d'autres sur ces victimes. Donc, il reste à savoir les éléments de gendarmerie qui sont accusés d'exactions, de viols ou d'assassinats. Il y a bien de savoir, est-ce que ce sont des éléments de Tchegoro exclusivement, c'est-à-dire Tchegoro qui était ministre à l'époque, qui n'était pas, dont les hommes n'étaient pas sous les ordres directs du général, ou ce sont les hommes déployés par le général pour la sécurisation qui sont accusés. Il reste à savoir tout cela. Donc moi je crois qu'il faut encore suivre avec beaucoup d'intérêt les témoignages du général, et même si un général s'est remballé par moment, parce que quand on prend ce qui a été dit à la déposition au niveau des enquêtes préliminaires et ce qui s'est dit aujourd'hui à la barre, il y a beaucoup de choses. Il y a des nuances. Et je crois qu'il y a une sorte de cohérence, en tout cas en attendant les questions-réponses avec les avocats, de savoir est-ce que le général est en cohérence avec ce qu'il avait déjà dit lors des enquêtes. Et ce qu'il dit aujourd'hui, je crois que ce sont les questions-réponses qui peuvent nous aider. Mais pour ce qui est des réseaux sociaux, et c'est vrai que ça nous emporte beaucoup, mais je crois que ça n'a pas d'impact sur le cours normal. Ça n'a pas d'impact sur le cours normal de la conviction. C'est ce que vous croyez. Ça n'a rien à voir avec la conviction du juge. J'y crois. Je parle du juge. Oui, non, mais c'est le juge. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qui compte, mon cher Roby, quand même. Je suis d'accord. C'est ce qui compte. La finalité, c'est le juge. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Ça ne donnera pas le verdict. Ça a beaucoup d'impact. Le verdict, c'est pas l'opinion, c'est la conviction du juge, et cela, ça n'a aucun impact. Le juge Tounkara ne se basera pas sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux pour aller à sa conclusion. Il y a des éléments, beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui, mais le juge Tounkara, il a des éléments. Vous pouvez dire non, je n'ai pas dit ça, mais il sait que vous l'avez dit. Vous pouvez dire non, je n'ai pas été ici. Il sait que vous y avez été parce qu'il y a des éléments concordants qu'il peut aujourd'hui avoir. Aujourd'hui, c'est pour permettre à l'opinion de savoir ce que chacun sait de la chose. Mais on ne part pas de zéro. Il y a des éléments consistants à des opportunités qui vont être exhibées ou exhumées pour permettre à l'opinion de savoir qu'est-ce qui va désormais porter la conviction du juge. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Kamara. Allez-y, Moussa Yoro. Vous avez suivi ce procès aussi de près, j'imagine, avec la rédaction. Oui, bien évidemment. Écoute, le témoignage de Général Baldé, vous vous rappelez de ce magazine qu'on avait réalisé, Élite de Guinée. Exact. On l'avait déjà interrogé sur les événements du 28 septembre, quel rôle la gendarmerie avait joué. Et il avait expliqué exactement ce qu'il a dit aujourd'hui à la barre, le plan opérationnel qui avait été mis en place, le rôle de la gendarmerie et quand la situation a dégénéré,
il a dit à la gendarmerie de se rétracter parce que ce n'était plus de son ressort. Donc, je ne vois rien de nouveau. Moi, je n'apprends rien de nouveau par rapport à ce magazine. Et quant à l'homme, à ses capacités, à l'éloquence, c'est quelqu'un que la presse a découvert. Parce que généralement, dans l'armée, les gens ne prennent pas la parole ou les gens n'improvisent pas les discours. Mais lui, c'est quelqu'un qui est capable de vous improviser un discours et de convaincre. Et cela, cet homme, il a cette qualité. Et par rapport à tout le parcours qu'il a eu, quelqu'un quand même qui a réussi à travailler dans le système des Nations Unies et qui a réussi quand même à même réorganiser à un moment donné la police haïtienne par rapport à tout ce qui se passait de ce côté, parce qu'il a travaillé longtemps là-bas. Et quand on connaît les relations qu'il avait, notamment avec ces institutions-là à l'international, même s'il a eu des difficultés à un moment donné, beaucoup d'invitations, mais avec Alpha Condé, c'était difficile. Parfois, il pouvait aller se retrouver jusqu'à l'aéroport, mais après, on lui dit non, tu ne peux pas partir. Mais je pense que c'est un grand monsieur qui pourrait, dont le témoignage pourrait apporter quelque chose dans ce procès. Même et dont l'expérience peut même apporter au niveau de la gendarmerie. Oui, mais parce qu'en son temps, on se souvient que c'est l'un des premiers chefs d'état-major général de la gendarmerie qui a apporté les réformes de communication au sein de cette institution. Communication. À l'époque. Formation, voilà, beaucoup de choses. Elle finit, s'il te plaît, mon cher Roby. Voilà. Non, c'est juste entre parenthèses. Bien, on parle du procès là. On te ramène dans la salle. Allez-y, madame Hiro. Communication, formation, mais aussi, surtout la formation là. Vous vous rappelez, à l'époque, c'est de son temps qu'on a vu une gendarmerie beaucoup plus formée, beaucoup plus civilisée, si je peux me permettre de le dire ainsi. Il a carrément érigé, comment dirais-je, il a carrément érigé la gendarmerie en haut commandement. Cette réforme, à partir de 2011, c'est lui. Sinon, c'était le chef d'état-major de la gendarmerie qui appartenait au ministère de la Défense. Il a réussi à créer, en décentralisant les choses. On a mis beaucoup de bâtons dans les roues, d'ailleurs. Mais il a eu beaucoup de difficultés parce que la plus grande chose qu'il voulait faire, par exemple, c'est cette police scientifique, en quelque sorte, qu'il voulait construire développer du côté de Sanfonia. Malheureusement, il n'a pas pu. Mais je pense que c'est un homme qui a réussi quand même à... Tu as vu le bâtiment de la police scientifique là-bas, là à réformer la gendarmerie, à amener beaucoup de jeunes, notamment à aller participer aux missions onusiennes, à aller apprendre beaucoup de choses. Et je pense que ça, c'est important pour le pays. C'est important pour ce procès qu'ils disent ce qu'il s'est passé réellement, parce qu'il y a tellement de supputations, il y a tellement de choses qui se racontent. Elle a fait ci, elle a fait ça. Un tel témoignage, je pense, peut aider, parce qu'il a donné le plan opérationnel, justement. Vous entendez un professionnel parler, la façon dont les équipes étaient réparties et qui se croisaient par endroits. Je pense que tout cela peut aider à savoir ce qui s'est réellement passé, parce qu'il y a beaucoup de passion dans ce qui se dit dans ce procès. Mais l'histoire, en fait, la Guinée n'a pas intérêt à se louper dans la réalisation de ce procès-là. En fait, qu'on aille jusqu'au bout du bout, qu'on sache réellement ce qui s'est passé, et que ce procès, comme on est champion à le faire en République de Guinée, ne soit pas la mine, en quelque sorte... comment je peux dire, ne soit pas géré comme une sorte de marionnette, qu'on ne fasse pas de règlement de compte, qu'on sache qui a fait quoi, qui doit être condamné, qui doit être en quelque sorte acquitté. Parce que quoi qu'on fasse, tout le monde n'a pas baigné dans ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là, qui étaient des observateurs parce qu'ils étaient là dans le régime du CNDD à l'époque. Ouais. Forcément, il y en a qui sont derrière les barreaux aujourd'hui, qui ne sont pas forcément, je veux dire, auteurs de quelque chose. Mais seule la lucidité des juges peut aider à ce qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Et ça, on a intérêt à ce qu'on dise la vérité, parce que c'est le monde qui nous regarde. On l'a souvent dit aujourd'hui. Et l'histoire du procès inspire même les artistes. Ouais. Mais ce serait bien qu'on ne fasse pas de la parodie, mais qu'on dise le droit pour l'intérêt de la Guinée, pour l'image de la Guinée, et pour l'intérêt de l'histoire, mais surtout pour la mémoire de toutes ces victimes, de toutes ces femmes qui ont été victimes de viols, de toutes ces personnes qui ont perdu la vie, de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui portées disparues, dont on ne connaît pas encore. Je suis sûre que la procédure nous permettra de savoir où sont ces personnes, où est-ce que ces personnes ont été inhumées, pour que leur famille puisse enfin
faire le deuil. Oui, Moussa Yoruba. Allez-y, mon cher Babila Keïta, vous avez suivi ce procès aussi, Babila? Oui, Lamine, c'est un procès qui n'a pas fini encore de révéler tous ses secrets. Ouais. On se rend compte au fur et à mesure que les témoins... C'est un procès au gros ventre. Ah oui, d'accord. Donc, il y a qui renferme assez de nourriture. Assez de nourriture. D'accord. Voilà. Alors, merci. Dont la composition, toutes les compositions ne sont pas connues. Hein. D'accord. Donc, Lamine, comme je l'ai dit au début du procès, je crois l'avoir dit ici à l'antenne, j'ai posé des interrogations. Est-ce que tous ceux-là qui doivent se retrouver devant la barre pour s'expliquer autour de ces événements sont passés ou ont été entendus? Et donc, aujourd'hui, le temps est en train de me donner raison que tout le monde, qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être entendues encore. Et pour ce qui est du cas du général Baldé, je pense que c'est quelqu'un dont la probité morale ne fait aucun doute au sein, en tout cas, de l'opinion consciente, il faut le dire comme ça, parce qu'on est en Guinée, de l'opinion consciente quand on sait tout ce qu'il a apporté. Et d'ailleurs, sa prise de parole édifie davantage, même si nous ne sommes pas... On dit chez nous que même si les JE ne prennent pas de bagages, mais ils reconnaissent quand même quand un bagage est lourd. Donc, Général Baldé, à la différence de certains témoins qui sont passés là, qui avaient la langue très lourde, très lourde dans leur prise de parole, on se rend compte de par sa déposition qui a vraiment une dose de clarté, je ne dirais pas de vérité ou de sincérité à la justice d'apprécier tout cela, mais quand même c'est dénoué de toute ambiguïté ces propos. Et je pense que nous devons tenir compte, il y a également d'autres qui doivent être entendus. Ça, il faut se le dire. Et il était chef d'état-major général de la gendarmerie à l'époque des faits. Le chef d'état-major général des armées a été entendu. Mais qu'en est-il aussi du ministre de la Défense à l'époque des faits? Cabinet, c'est ça? Non, Général Konaté. Ministre de la Défense, quand même, qui chapeaute toutes ces institutions militaires. Et d'une manière ou d'une autre, c'était le numéro 1, le patron de la grande muette de toutes les... Je pense qu'il a été écouté quand même, du côté de Paris. Écouté devant la barre. Commission de pouvoir, c'est ce qui est entendu. C'est ce qui est entendu pour qu'il puisse aussi, lui, à son tour, répondre aux interrogations des avocats. Quand on sait d'ailleurs cette problématique, ou en tout cas cette bruit qu'il y a eu entre certains avocats et certaines victimes autour de la comparution de cette possibilité d'inculpation ou pas du général Konaté, ça a créé quand même une scission au sein même de la famille victime des événements du 28 septembre. C'est quand même lui qui a dit au chef d'état-major à l'époque que la situation de Kaléa, c'est pas ton problème. Parce qu'on a écouté le chef d'état-major Sano qui lors de son passage, il a dit, quand on lui a posé la question sur le cas de Kaléa, il dit le ministre de la Défense m'a dit que ça ne me regarde pas. Bien. Pourquoi ça ne le regarde pas? Donc si le ministre de la Défense, si cela s'avère, c'est qu'il y a forcément le tribunal est dans l'obligation de l'entendre lui aussi. De toute façon, dans une de ses déclarations au cours même de ce procès, le général Sekouba Konaté, lui, il avait déjà trouvé son accusé parfum. Il a dit demander à Dadis de dire la vérité. Il dit donc. Donc, encore une fois, Lamine, c'est un procès qui n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Je pense qu'il faut continuer à suivre. Beaucoup de choses peuvent naître. Et comme on l'a dit, ceux qui sont déjà à l'hôtel 5 étoiles, ce ne sont pas forcément les seuls pensionnés qui vont rester là ou qui vont demeurer éternellement là. Il y a forcément dans le lot de ces témoins certains qui pourraient être des futurs inculpés dans le cadre justement de la manifestation de la vérité. Et c'est pour l'histoire, c'est important encore une fois, c'est pour l'histoire. Avant aujourd'hui, certains même devraient prendre soin de rédiger leur propre mémoire par rapport à ces événements, sur tout ce qu'ils savent de ces exactions qui ont eu lieu au stade du 28 septembre de Conakry. Encore une fois, le tribunal de l'histoire, il faut avoir peur de ce tribunal parce que tôt ou tard, la vérité finira par se révéler. Quoique, c'est très important. Merci beaucoup, Mamoudou Babila Keïta. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace.